on arrive vraiment dans des extrêmes, à la fois des extrêmes d'euphorie sur le gold et des extrêmes de peur sur les actifs risqués. Je regardais encore le Crypto Fear and Greed Index et aussi ce matin les chiffres de l'AAI, l'Association américaine des investisseurs particuliers. Ça fait 6 semaines consécutives que tu as 60% de vendeurs. Ça, c'est des datas qu'on n'a pas vues depuis la crise financière de 2008. On arrive dans les gros extrêmes. Les news sont en train de tomber. Moi, je pense qu'on aura bientôt un renversement. Est-ce que vous voulez regarder le graphique d'Ethereum pour faire saigner vos yeux un peu? Allez, Ouais. fais-nous plaisir. Plutôt, Coban, donne-nous l'espoir. Donne-nous l'espoir. Si ça vous intéresse, ouais, n'hésitez pas. Je me suis créé un compte secondaire sur Twitter aussi pour j'essaye de partager un tweet chaque semaine où je mets un peu toutes les updates qui sont pas sur l'écosystème BitTensor. Donc ça montre l'activité un peu, parce que même en ce moment, vu la tranche du marché, on arrive à faire... Cette guerre commerciale, c'est devenu l'inquiétude numéro 1. Progressivement, en fait, depuis le début de l'année. Maintenant, tu as des études qui sortent qui te disent que c'est dans la tête de la haute finance, des investisseurs institutionnels. C'est même plus la Fed, c'est même plus l'inflation. Enfin, ça peut être indirect, mais c'est 60% de l'inquiétude. C'est la guerre commerciale. Pour avoir un pump hier, le scénario idéal, ça aurait été des tarifs douaniers réciproques parfaitement lisses. C'est-à-dire, un pays applique 10% contre les États-Unis appliquent 10%. Comme ça, pour tous les pays, sans cibler un secteur en particulier. Sauf qu'il y a effectivement un tarif minimum de 10%. Donc déjà, qui est inférieur à aux inquiétudes. Il y avait un risque d'un tarif plancher universel de 20%. Il est de 10, donc tous les pays se mangent du 10, en tout cas pour le moment. Enfin, tous les pays, il y en a 60, ce n'est pas tous les pays du monde, mais bon, c'est les principales économies du monde. Et ensuite, oui, il y a eu du stress parce que tu as certains secteurs visés en particulier, mais là aussi, on le savait pour le secteur automobile, il n'y a pas eu de nouveaux secteurs visés en particulier. Par contre, le secteur auto se prend ses 25%, mais par exemple, le secteur des vins champagne ne prend pas ses 200% qui étaient pourtant proposés. Et ensuite, le marché réagit mal parce qu'on espérait des tarifs réciproques, mais une vraie réciprocité. Et en fait, tu as certains pays qui sont visés davantage. Par exemple, la Chine, c'est 34%, mais comme elle était déjà taxée à 20%, ça fait 54%. L'Union européenne, c'est 20%. Le Royaume-Uni, c'est 10%. Enfin, voilà. Donc, il y a. Ah oui, parce que c'est en plus. Oui, voilà, exactement. C'est en plus. Et j'avais vu passer quelques commentaires qui disaient qu'il n'y avait pas la Russie dans les tableaux. Et effectivement, alors est-ce que c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de sanctions ou alors qu'officiellement, ils sont plus censés commercer avec la Russie? C'est intéressant parce que tu vois, ici à gauche, ils te listent les tarifs douaniers qu'il estime que les partenaires commerciaux appliquent, mais ce n'est pas des barrières douanières à strictement parler. Tu peux avoir des mesures fiscales, des choses comme ça. Donc, bon, au final, il estime moins taxé. Il estime que ce sont des tarifs réciproques qui sont plus doux, mais bon, ça fout quand même le bordel. Moi, je pense quand même que c'est moins agressif que prévu. Et puis, bon, moi, je suis un éternel optimiste, mais tu prends la guerre commerciale du premier mandat de Donald Trump, ça a été comme ça le bordel pendant plusieurs mois pour aboutir à un accord commercial. D'ailleurs, à la fin de l'année 2019, personne n'en a parlé parce que la crise du Covid est arrivée 3 mois plus tard. Et le Covid arrivait même déjà en Chine en décembre 2019. Mais décembre 2019, il y a eu un énorme accord commercial Chine-États-Unis. Puis on a complètement oublié avec la crise sanitaire. Et puis là, quand tu regardes la communication de la Maison-Blanche, c'est voilà ce qu'on vous impose. Maintenant, on sait que ça discute et que ça continue de discuter. Donc, moi, je reste convaincu qu'on va arriver plus tard dans le printemps à des accords commerciaux où chaque partie va s'engager à acheter tel ou tel montant de produits et qu'on aura quelque chose de moins agressif. Donc, est-ce que ce que vous avez sous les yeux, c'est déjà intégré dans la correction du marché? Moi, je pense que oui. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'en face, il va y avoir une surenchère dans les tarifs douaniers? Je ne pense pas. On peut espérer que ce monsieur-là soit un homme de deal. Donc, c'est vrai qu'il se désintéresse un peu de Wall Street. Il se désintéresse un peu de Wall Street par rapport à son premier mandat où il se vantait régulièrement de permettre au S&P 500 d'aller plus haut. On a le sentiment que le court terme ne l'intéresse plus. Par contre, à chaque fois qu'il parle du marché action, tu vois, il te dit sur le plus long terme, on fera de nouveaux records, ça va créer beaucoup de richesses, etc. Mais le court terme, il a l'air de l'ignorer. Bon, maintenant, les news sont tombées, on sait à quoi s'attendre, il y a moins d'incertitude dans le sens où les tarifs sont là. Maintenant, il y a de l'incertitude, mais ça peut être de l'incertitude positive où finalement, ce qu'on peut avoir devant nous, c'est il n'y aura peut-être pas d'accords commerciaux, mais on peut tendre maintenant vers des accords commerciaux. Donc voilà, le SP500, il fait moins 11 depuis son record historique. C'est
Ce qui va être intéressant de voir ces prochaines séances, c'est si on arrive à tenir cette zone basse, quoi. Après, n'oublions pas ce qui s'est passé entre 2017 et 2019, où ça a fini par aboutir à un super accord commercial, ils appelaient ça le Phase One Trade Deal, où en fait la Chine s'était engagée à acheter un certain nombre de produits américains, produits agricoles, produits industriels, les États-Unis pareil. Du coup, les droits de douane avaient sauté, et la contrepartie, c'était que chacun s'achète tel et tel montant de produits. Et ça a été mis en place en décembre 2019, et ça a été à peine appliqué parce que, rappelez-vous, hein, février-mars 2020, c'était le Covid. Donc l'idée, moi je suis persuadé qu'on va repartir sur un truc comme ça, quoi. Maintenant, combien de temps ça va prendre? Voilà, moi, mon idée, acheter la rumeur, vendre la nouvelle, ça fait 2 mois qu'on se mange une correction avec le stress de ce que vous avez sous les yeux, là, des tarifs réciproques. Maintenant, ils sont connus. D'ailleurs, vous allez encore m'insulter, mais pour moi, on est plus proche du bottom que du début de la correction. Et pour moi, le cycle n'est pas fini, encore une fois. Parce que là, il peut y avoir encore d'autres droits de douane de la part des pays concernés. Tout à fait. En face, ça peut répondre. Ouais. Mais ça n'a pas envie de répondre en face. Ça peut répondre, mais ça a envie de négocier. Hein. Quand tu regardes même Ursula von der Leyen, là, qui est un peu qui est toujours un peu incisive, même elle est en train de supplier pour. Ça fait 3 semaines qu'elle n'arrête pas de dire on veut négocier, on veut négocier, on veut négocier, on veut négocier. En fait, tout le monde veut négocier maintenant. Il n'y a que la Chine. Il y a que la Chine dans sa communication qui est un peu dure et qui dénonce l'unilatéralisme. Mais les autres pays sont là, ils quémandent de la négociation, quoi. Ok. Et Marius disait tout à l'heure en off que c'était un peu biriche pour le dollar. Toi, t'en penses quoi du coup? En fait, je trouve que c'est un super élément parce que, alors, déjà, le dollar, il baisse depuis le début de l'année. Ça, c'est quelque chose, enfin, moi, pour le coup, j'en ai énormément parlé parce qu'on a vu les signaux techniques arriver de baisse sur le dollar. J'ai vu le positionnement institutionnel se modifier sur le dollar. Et ce n'est pas uniquement face à l'euro, hein, c'est face à un panier de devises. Donc, les institutionnels, ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils sont net vendeurs du dollar. Le dollar n'arrête pas de casser de support. Si tu veux une vraie guerre commerciale où tu détruis la croissance mondiale et où tu t'inquiètes pour les économies externes autres que celles des États-Unis, c'est plutôt les devises tiers qui sont sous pression. Pour moi, là, cette pression sur le dollar américain, cette pression sur les taux d'intérêt, c'est quelque chose qui va amener de la liquidité. Donc moi je liste ça dans les facteurs un peu d'espoir. Et puis on sait que cette fameuse liquidité mondiale, là, vous savez, je vais le repartager tout à l'heure, mais ce fameux graphique qui circule à droite à gauche de cette liquidité mondiale qui met un certain temps à se déverser sur les actifs risqués, il y a un rôle important de la baisse du dollar. Et ça, moi, je pense que cette baisse du dollar va bientôt permettre au marché crypto de repartir. D'ailleurs, Bitcoin, il est déjà en bottomisation. Ça fait 2-3 semaines qu'il est en bottomisation. Ok. Parce que Pardon, je voulais dire, ouais, c'est surtout en fait à long terme, j'ai l'impression que c'est un peu une réaction à la tendance qu'il y a dernièrement, à la dédollarisation, à l'adoption de Bitcoin que lui-même a. Et je pense qu'il fait ça dans un espoir de renforcer le dollar. Mais j'ai pas vraiment l'impression que ça va. Enfin, c'est une fuite en avant au final, toujours perpétuelle avec la monnaie fiat. Il le casse là. Là, il est en train de casser le dollar. Mais en fait, comme lors de son premier mandat, hein, au final, hein, dans son premier mandat, la première année de son premier mandat, le dollar avait droppé massivement. C'est intéressant parce que si tu prends l'exemple de la fin du bear market, le bear market d'avant, hein, pas le bear market qui n'a pas commencé, enfin moi je pense qu'il n'a pas commencé, certains pensent que oui, mais le bear market du cycle précédent, qui s'était terminé en fait en novembre-décembre 2022, et puis le pump a eu lieu en janvier 2023. Le dollar, lui, avait commencé à décrocher à partir de septembre 2022. Et j'ai l'impression qu'on retrouve toujours ce fameux délai de 2-3 mois entre les mouvements du dollar et le temps qu'il faut pour que ça vienne soutenir Bitcoin. Et là, en fait, on va être à peu près dans le même timing. C'est-à-dire que si on a un rebond d'ici fin avril et qu'on a un rebond de printemps, bien, on pourra mettre ça en grande partie au crédit du dollar. Pour l'instant, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Parce que c'est le gold qui a profité de la baisse du dollar. Quand tu regardes les inflows massifs sur les ETF gold depuis 2 mois, tu interroges les institutionnels, c'est la baisse du dollar. Viendra un moment où tu auras un arbitrage, il y aura une rotation et ce sera autour des ETF Bitcoin. Au final, l'Europe et les États-Unis, on reste à peu près au même stade de volume de production, mais c'est que la Chine a tellement explosé qu'en 60 ans, on ne produit pas plus d'acier qu'avant, quoi.
La Chine a pris le lead, on va dire, sur pas mal de secteurs. Bon, là, c'était l'intelligence artificielle. Là, évidemment, c'est les batteries et tout ce qui est robotique. De toute façon, ces prochains mois, cet été, enfin ce printemps, cet été, s'il y a un accord commercial États-Unis, Union européenne, États-Unis, Chine, la désinflation là continue. On a nos 3 baisses d'auto. On a cette fameuse liquidité là qui est en fort rebond, qui finira par se déverser. Non, il y a quand même des choses. Je peux partager. Ouais, voilà. Alors ça, c'est le graphique. Vous l'avez vu partout. Hein, il circule sur toutes les chaînes anglo-saxonnes. C'est devenu le nouveau mantra. Les chaînes anglo-saxonnes crypto ne jurent que par ça. En bougie japonaise, le cours du Bitcoin. En bleu, le S&P 500. En orange, la liquidité mondiale, sauf que je l'ai décalé de 75 jours. Donc en réalité, il n'y a pas de décalage. Hein. La liquidité mondiale, elle ne voyage pas dans le futur. Donc voilà, là, je la remets comme elle est habituellement. Et ce qu'on observe, en fait, c'est que depuis le début du cycle, il faut toujours un certain temps pour que les pumps de liquidité arrivent sur les actifs risqués. Alors, sur les chaînes anglo-saxonnes, tu as un gros débat entre 70 jours, 75, 110, 108. Je les regarde un peu toutes et au final, il y a une moyenne de 80 jours, à peu près. Et donc là, j'ai réappliqué ce décalage. Et c'est assez bluffant parce que ça te donnait vraiment le top de marché de la mi-décembre. Et ce qui est intéressant, c'est donc qu'on a cet énorme rebond de la liquidité mondiale et que si à nouveau on respecte la corrélation de 75-80 jours, on va arriver plus tard en avril, dans une période où on est censé attendre que ça vienne se déverser. En tout cas, il y a de la liquidité disponible maintenant pour qu'elle se déverse. Il faudra une bonne nouvelle fondamentale. Et moi, je pense que si on commence à avoir un peu quelques lueurs d'espoir sur des accords commerciaux, très vite, ça peut revenir sur les actifs risqués. Il y a juste un bémol sur ça, parce que je trouve que les chaînes US n'en parlent pas assez. Effectivement, c'est toujours impressionnant de voir que c'est quasiment copier-coller, hein, cette liquidité avec le comportement de Bitcoin et un peu moins le S&P 500, mais vraiment avec Bitcoin. Hein. Là, ça te donnait le top de mars. Là, ça te donnait le point bas de septembre. Là, ça te donnait le point bas de décembre. Donc, on est censé avoir un rebond en avril-mai. Le bémol, c'est qu'en fait, dans ce rebond de la liquidité mondiale, qui est l'addition des offres monétaires des différents pays, il y a le côté dollar US, puisqu'il y a une conversion en dollars. Et le dollar, on sait qu'il chute depuis le début de l'année. Alors, c'est un bémol, mais il n'y a pas que cette explication. Hein, dans le rebond de la liquidité, tu as l'offre monétaire européenne qui a pumpé, tu as l'offre monétaire chinoise. Donc, tu as quand même un certain nombre de choses. Le bémol, c'est que le M2 américain n'a pas beaucoup contribué. Mais là où j'ai une bonne nouvelle, je partage un dernier graphique. Là où j'ai une bonne nouvelle, et je trouve quelques petites lueurs d'espoir. Donc, cette liquidité nette aux États-Unis, donc là ce n'est pas le M2 mondial. Hein. Là, vous avez donc en vert le SP500, en jaune le Bitcoin, et en bleu, la liquidité nette aux États-Unis. Donc, c'est l'offre monétaire aux États-Unis, l'évolution du bilan de la Fed et aussi les opérations de reverse repo, en fait, le contraire du quantitative easing. Et en fait, ce qu'on observe depuis, regardez quelques séances, il y a un pump de la liquidité nette. Et pourquoi ? Parce que lors de sa dernière décision de politique monétaire, la Fed a annoncé qu'à partir d'avril, elle réduisait la vitesse de la baisse de son bilan. Mais elle l'a fortement réduit. Et on voit que ça commence à libérer la liquidité nette aux États-Unis. Donc, tu as une liquidité mondiale qui fait de nouveaux records historiques. Tu as une liquidité aux États-Unis qui est en train de reprendre la direction du Nord, en divergence totale avec ce que font les actifs risqués depuis quelques semaines. Il ne manque pas grand-chose, une petite étincelle, une petite lueur d'espoir fondamental. La presse anglo-saxonne qui fait les gros titres sur US-China trade deal en perspective ou je ne sais pas quoi, et il y aura un fort rebond. Donc là, ce que je montre, ce n'est pas que des lueurs d'espoir, c'est qu'il y a un paquet de liquidités. On était mort s'il n'y avait pas de liquidité. S'il n'y avait aucune liquidité, que tout était resté à plat, voire même qu'elle avait diminué, on n'avait aucune chance, on était en bear market. Là, il y a une liquidité, donc on peut au moins avoir un bear market rally pour ceux qui pensent qu'on est en bear market. On arrive vraiment dans des extrêmes, à la fois des extrêmes d'euphorie sur le gold et des extrêmes de peur sur les actifs risqués. Je regardais encore le Crypto Fear and Greed Index et aussi ce matin les chiffres de l'AAI
l'association américaine des investisseurs particuliers. Ça fait 6 semaines consécutives que tu as 60% de vendeurs. Ça, c'est des datas qu'on n'a pas vues depuis la crise financière de 2008. On arrive dans les gros extrêmes. Les news sont en train de tomber. Moi, je pense qu'on aura bientôt un renversement. Je vais partager un dernier graphique. Moi, j'adore trouver les graphiques de l'espoir. C'est ça, et tout le monde dit jamais. Petite dose d'opium du jour. Non, mais vous savez, quand on sera à 200 000 $ à la fin d'année, ce sera le juge de paix. Après, on pourra revenir sur cette période qui a stressé tout le monde, alors qu'en fait, il n'y a pas vrai. Ce qui a stressé tout le monde, c'est qu'on n'a pas fait copier-coller du cycle précédent. Ceux qui pensent qu'on est en bear market et donc ils font démarrer le bear market ici, en fait, au 15 décembre 2024, on aurait commencé un bear market l'année du halving. Enfin, moi, je veux bien qu'on puisse le commencer au milieu de l'année qui suit l'halving, mais le commencer l'année. Bon. Mais le stress, pour moi, général, il vient du fait que je pense que psychologiquement, on compare avec le cycle passé. Et on a décroché mi-décembre du cycle de 2020 pour finalement, en fait, petit à petit, revenir dans les clous du cycle de 2016. Quand je dis 2016, je parle de la date du halving, parce que le cycle de 2016, il s'est terminé en décembre 2017, pour le coup. Et en fait, si tu vois, ce qu'on voit bien ici, c'est déjà, l'année est encore longue. Moi, je reste persuadé que notre cycle qui est en noir se terminera par ici. Et alors, 2020, c'était un cycle particulier, la crise sanitaire, etc. Mais tu vois, en termes de corrélation, j'avais vu des corrélations passer aussi, pareil, sur les chaînes US. C'est pas moi, et c'était une super étude et le mec me disait en fait que notre cycle actuel, en termes de coefficient de corrélation linéaire, est le plus proche du cycle de 2016, halving 2016. C'est la courbe bleue. Donc ça permet de garder de l'espoir. On va pas monter à $1 million. Faut pas rêver. Et moi, je serais pas surpris qu'on termine par ici, quoi. Qu'on termine par ici l'année. Bitcoin est encore récent. Est-ce que vraiment les cycles, les comparaisons de cycles sont si pertinentes que ça? T'en as beaucoup qui disent que c'est pas le cas. Moi, je pense que oui. C'est justement parce que que s'installe le consensus. Moi, je pense que c'est un énorme piège, tout ça. Il y a eu un piège dans lequel je suis tombé le piège du premier trimestre, le piège du mois de février, le piège de la répétition de 2020, le piège même pour Ethereum où le premier trimestre était censé être le meilleur. C'est un piège, ça arrive en bourse, mais c'est pas un piège qui casse un cycle. Et maintenant que ce consensus que le cycle serait cassé s'installe, pour moi, c'est un argument que je mets dans ma case, mais justement, il n'est pas terminé, quoi. Est-ce que vous voulez regarder le graphique d'Ethereum pour faire saigner vos yeux un peu? Allez, fais-nous plaisir. Plutôt, Coban, donne-nous l'espoir. Ouais, je suis pas vraiment dans l'espoir. Je te cache pas que j'ai des Prozac dans mon tiroir ces derniers temps. Non, je plaisante, mais je veux dire, c'est en ce moment, on est vraiment dans le pessimisme. Ce qui est hyper important à court terme, c'est qu'on a ce creux de début mars que j'avais marqué en continuation et il serait préférable de ne pas franchir, puisque si jamais on doit le franchir, on pourra aller revisiter des niveaux de 2022 et 2023, donc dans la consolidation qu'on avait faite pendant le bear market. Ethereum s'était extrêmement bien comporté pendant le bear market. On avait un triangle ascendant qu'on avait réussi à franchir à $2 000 à peu près. Et aujourd'hui, c'est ce niveau des $2 000 en dessous duquel on est en train de travailler et au-dessus duquel on voudrait réintégrer pour avoir un rebond qui potentiellement pourrait nous ramener vers les $2 800. Alors, il y a plein de choses qui sont relativement négatives, si ce n'est qu'effectivement, on fait une déviation actuellement sous le range et que c'est, pour moi, l'hypothèse principale auquel je m'accroche, sauf éventuellement si on vient casser le niveau qu'on a cité tout à l'heure. Mais on va dire que le changement de pente des moyennes mobiles à 20 et 50 semaines n'est pas forcément une bonne chose. Ça démontre, en plus de cette tendance hebdomadaire qui est baissière, le fait qu'on va avoir une résistance qui va être très puissante, qui est en train de rentrer en convergence avec les $2 850. Donc c'est vrai qu'à moyen terme, je vois bien un rebond à $2 850 se produire. Mais on va quand même avoir besoin de travailler la zone entre 2000 et 2850 $ avant d'envisager repartir au-dessus des 3000. Donc le retournement d'Ether n'est pas improbable, il va juste prendre du temps, comme beaucoup de jetons aujourd'hui dans le marché. On est dans des tendances hebdomadaires qui sont baissières dans une majorité des cas. Et donc, on va avoir besoin de temps pour reconstruire quelque chose et envisager aller plus haut. Et je pense que
cette hypothèse qui se tient sur pas mal de tokens va un peu dans le sens de ce que tu évoques souvent, Vincent, éventuellement un cycle qui pourrait repartir vers la fin d'année. Donc voilà, je suis pas totalement négatif. C'est pour ça que un peu le cul entre deux chaises avec mon 50-50 bear market. Faudra peut-être qu'à un moment je choisisse mon camp. Mais j'ai toujours cet espoir qu'on est en train de faire des excès qui sont liés à la macro, à notre ami Donald qui est en train de jouer avec le feu, hein, tout simplement, parce que c'est vraiment ce qu'il est en train de faire. Et il est possible que si les choses s'arrangent et si on a une respiration, on arrive à retrouver une certaine force technique qui nous ramènerait vers les résistances qui sont assez puissantes aujourd'hui. Sur Bitcoin, c'est cette zone 91 000, 108 000 $, qui pourrait faire l'objet de résistance comme on a ici sur Ether autour des 2800 $. Voilà. Ouais. Mais par contre, le risque pour moi sur un Solana, ça peut être qu'un pump.fun qui génère un maximum de revenus et de fees à Solana décide de créer son propre L2, parce qu'au final, c'est eux qui ont les utilisateurs. S'ils lancent un token, pourquoi est-ce qu'ils créeraient pas un propre L2, leur propre chaîne, pour que en fait, ils gagnent à la fois les revenus de leur chaîne, à la fois que le token ait plus d'utilité, etc., etc. On n'est pas à l'abri un jour que toutes les applications qui arrivent à attirer le grand public aient leur propre chaîne, en fait, parce que c'est plus intéressant pour eux. Ouais, et pour Pump.fun, ça ferait sens, étant donné qu'ils ont déjà décidé de faire leur propre DEX. Donc le fait d'avoir leur propre chaîne, ça serait tout à fait cohérent. C'est vrai que c'est quelque chose qui ferait quand même assez mal à Solana, parce qu'aujourd'hui, les memecoins, c'est en grande partie grâce à eux que l'écosystème Solana s'est redressé et qu'il a réussi à faire de si belles performances pendant ces derniers mois. Et bonjour Victor. Salut Victor. Hello, vous allez bien? Ça va. Très bien, et toi? Salut. Alors toi, qu'est-ce que t'en as? Je sais pas si t'as écouté un petit peu ce dont on discutait avant. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'état d'Ethereum, notamment? Sa price action ou son état Les deux. La price action, honnêtement, je vais pas commenter plus que ça. J'y connais pas grand-chose. On peut juste voir ce qui se passe, c'est-à-dire qu'elle est pas terrible. Non, sinon je crois toujours fortement à Ethereum. Je pense que il met du temps à se développer, mais c'est aussi lié à comment il a été pensé, construit, et de par son ampleur qu'il a aujourd'hui, c'est une grosse machine difficile à faire bouger. Mais il y a beaucoup de choses qui se développent dessus, et je reste très très optimiste quant à l'avenir d'Ethereum. Pour moi, il est pas du tout mort, et il est pas prêt de se faire dépasser par X ou Y Alt Layer 1 pour le moment. Mais c'est quoi tes sujets, toi, en ce moment, de recherche? Ouais, ça fait un peu plus d'1 an que j'ai quasiment all-in le crypto IA, on va dire. Il y a des pins, etc. Avec quelques petits écarts, mais ouais, du coup, je suis exclusivement ça. Et du coup, après, à l'intérieur, je suis les projets les plus prometteurs, les tendances un peu du moment. Il y a quelques mois, c'était les agents IA. Après, on a eu la DeFi. Et après, BitTensor, c'est un projet que j'ai toujours suivi. Je crois que c'est peut-être le premier projet IA que j'ai abordé sur ma chaîne et que je suis depuis. Et là, récemment, je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, il y a une mise à jour majeure qui est arrivée sur le réseau mi-février, 14 février, je crois précisément, Dynamic Tao, qui change la façon dont les émissions du réseau sont allouées au subnet. Avant, c'était juste un genre de cartel de 64 validateurs qui se mettaient d'accord, on va dire, pour décider, ok, tel nombre de Tao va être alloué à tel subnet, etc. Et il y avait pas mal de critiques côté centralisation. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Ouais, vas-y. Juste peut-être, si tu peux expliquer en 1 minute ce que c'est que BitTensor, pour ceux qui sont un peu, qui suivent pas trop, je pense à Marius. BitTensor, jamais entendu parler de ça. Ça commence pareil que Bitcoin, mais c'est la même supply. Ouais, je vois juste des trucs passer sur Twitter, mais sinon, je connais pas bien le sujet. Donc... Si je l'explique comme ça, tu me diras, Victor, ce que tu en penses, mais c'est un peu un nouveau moyen de théoriser le fonctionnement d'un système, en fait. C'est-à-dire que tu vas programmer un système et tu vas faire en sorte que les gens se comportent bien dans ce système-là pour créer quelque chose ou pour en tout cas apporter quelque chose au final. C'est-à-dire, tu vas faire en sorte que des gens créer des choses, que d'autres personnes vérifient que les choses qui sont créées soient correctes, et chacun va avoir des incitations pour que tout soit fait de manière optimale.
Ouais, en vrai, c'est clairement ça. Hein. C'est un genre de... Et désolé hein, pour la coupure. C'est un genre de... C'est plusieurs choses. BitTensor, t'as un réseau, t'as une Layer 1, t'as machin, mais globalement, c'est un mécanisme d'incitation. Sur le réseau, t'as différents acteurs. T'as les subnet owners, donc en gros, c'est un peu les porteurs de projets qui vont arriver, qui vont dire, OK, j'aimerais bien créer ce projet qui fait par exemple, je sais pas, de la prédiction de résultats sportifs. Tu vas avoir le deuxième acteur qui sont les validateurs et les mineurs. Les mineurs, leur rôle, ça va être d'essayer par exemple, de créer les meilleurs modèles de prédiction de résultats sportifs. Et les validateurs de vérifier si ce que font les mineurs sont corrects et pour faire en sorte que ce soit les mineurs qui produisent la meilleure intelligence, qui soient les plus récompensés. Mais en gros, pour vulgariser, on peut vraiment voir BitTensor comme un espèce d'énorme incubateur qui va récompenser les différents projets de cet incubateur et il récompense davantage les projets qui se portent le mieux, qui ont le plus de traction en gros. Et c'est pas du tout limité au projet IA. Globalement, tu peux être à peu près n'importe quel projet et te lancer sur BitTensor. Et tu pourrais potentiellement, si ton projet fait sens, si tu as des gens qui investissent dans ton token, ça pourrait complètement faire sens et le réseau pourrait allouer des émissions et du coup tu pourrais complètement survivre sans avoir rien à voir avec l'IA. Après forcément c'est mieux d'avoir un rapport avec l'IA parce que que ça soit pour avoir des intégrations avec d'autres subnets, pour profiter de la puissance de calcul du réseau BitTensor, ce genre de choses. Mais ouais, c'est vraiment à très haut niveau, c'est un incubateur à projet qui va allouer qui va donner de l'argent aux différents projets en fonction de leur pertinence sur le réseau, quoi. Souvent les gens pour expliquer sur Twitter, ceux qui comprennent pas trop BitTensor, ils vont dire que c'est une layer 1 pour faire de l'IA, mais c'est très 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 différent des autres layer 1, je sais pas, comme NIR ou quoi. Ça a vraiment rien à voir dans les objectifs, dans la manière dont c'est fait. Et jusqu'à présent, c'est leur pari qui est gagnant parce que c'est clairement sur l'écosystème BitTensor qu'il y a le plus de projets IA qui se sont développés, contrairement à d'autres layer 1 qui se catégorisent comme layer 1 pour l'IA, qui peinent à avoir un peu de traction. Et en fait, comme ce que j'essaie d'expliquer au début, t'as un peu des game masters qui vont essayer d'organiser les subnets pour que les mineurs, les validateurs fassent au mieux leur travail et qui délivrent de la valeur à des clients. Et donc potentiellement, il va y avoir des interfaces où on va pouvoir interagir avec tel ou tel projet parce qu'on trouve que c'est intéressant. C'est ça, ouais. Les game masters, c'est les subnet owners et globalement, c'est les porteurs de projets en soi. Donc, c'est les porteurs de projets, quand on va sur Twitter, quand on va sur les différents projets, c'est généralement ceux qui sont les subnet owners, donc les game masters. Leur but, ça va être de créer des règles, précises de qu'est-ce qu'il faut faire sur leur subnet pour gagner le plus d'argent, pour que les mineurs soient le plus récompensés. Typiquement, dans mon exemple de prédiction sportive, ça va être, je sais pas, ok, toutes les semaines, vous allez me soumettre le meilleur modèle qui répond à tel critère, qui est très bon par rapport à tel benchmark. Et du coup, ça fait des critères. Du coup, les mineurs, ils savent sur quoi se baser pour répondre aux critères et faire le meilleur modèle possible. Et derrière, les validateurs, ils vont check ça, ils vont check les résultats des mineurs par rapport aux règles qui ont été fixées par le Game Master et le Subnet Owner. Et derrière, t'auras le Yuma Consensus qui va diriger les émissions vers les mineurs en fonction des décisions qu'ont prises les validateurs. Ouais. Et ça, c'est le cas sur chaque subnet du réseau. En gros, chaque subnet a son propre set de validateurs, son propre set de mineurs et son subnet owner. Ouais, l'idée étant de récompenser ceux qui font le meilleur travail là-dessus. C'est ça. Et donc, tu parlais de la mise à jour dynamique Tao et des subnets. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Ouais, du coup, pour reprendre où j'avais arrêté mon explication, je crois que j'étais... Donc avant, voilà, c'était les validateurs qui... donc les validateurs du subnet 0, donc on va dire le subnet le plus en bas qui gère tous les autres subnets, qui gérait où les émissions allaient parmi les 64 subnets de l'époque. Maintenant, il y en a plus de 80. Et aujourd'hui, vu qu'on jugeait ça trop centralisé, ils ont introduit Dynamic Tao, qui fait que maintenant, c'est plus les quelques validateurs du subnet 0 qui choisissent où vont les émissions, mais c'est le marché. Donc, vous, moi, n'importe quel holder de Tao. Et comment ça se passe, c'est que chaque subnet va avoir son propre token. Mais son token, en gros, il va être en pair qu'avec le Tao, parce que le token, il sera disponible que sur la pool de chaque subnet. Chaque subnet va avoir sa propre pool de liquidité.
Et dans cette pool de liquidité, il y aura d'une part des TAO et d'une autre part le subnet le token du subnet en question. Et du coup, tout le monde peut s'y exposer. Comment tu t'y exposes? En stackant tes TAO sur cette pool. Globalement, pour schématiser, c'est comme si tu achetais du subnet. Dans les faits, c'est que tu stacks ou tu unstack. Mais en vrai, si on regarde l'interface, ça fait très je vends ou j'achète. Et donc, plus il y a de gens qui achètent un subnet token, plus le prix de ce subnet token va monter. Et après, le réseau, il va tout simplement dispatcher les émissions en fonction des prix des tokens des subnets. Donc, plus un subnet a le prix, a un token avec un prix élevé, plus le réseau va y allouer d'émissions. C'est pour ça que là, on voit sur ce que tu affiches, Chute, qui est le premier subnet, c'est le subnet le plus capitalisé, c'est le subnet qui a le plus de traction, et de très loin, et c'est pour ça qu'il reçoit presque 17% de toutes les émissions du réseau. Ça veut dire que là, aujourd'hui, il y a 85 subnets, je crois, et dans ces 85 subnets, à eux seuls, sur un seul subnet, ils chopent 17% de toutes les émissions. Donc c'est assez énorme, et ouais, forcément, c'est un des meilleurs subnets. Des questions, il y a Psychos qui mettait, donc on dilue le TAO. Non, pas vraiment. Tu as beaucoup de gens qui ont cette crainte, mais le TAO, c'est pour ça que j'insistais sur cette différence qui est importante, c'est que quand tu t'exposes à un token du subnet, tu l'achètes, et quand tu veux vendre pour avoir du profit, tu ne vends pas de TAO, tu fais que stake et unstake. Donc les TAO, ils sont bloqués dans la pool, ils sont pas vendus en fait. C'est pour ça que plus il y a de gens qui veulent s'exposer au subnet, plus dans l'idée ça bloque de TAO tout simplement. Ça va juste bloquer des TAO parce que pour s'exposer au subnet, comme j'ai dit, tu es obligé d'obtenir du TAO. Et derrière, quand tu achètes le token du subnet, c'est pas que tu vends du TAO, c'est que tu le stakes dans la pool. Donc il n'y a pas de pression vendeuse de ce côté. Mais je sais que les gens, tout simplement, en vrai, c'est surtout... j'ai beaucoup cette question parce que les gens, ils regardent la charte du TAO, ils voient que comme tout le marché, ça se plante. Et vu qu'ils voient les prix des tokens des subnets qui montent, ils se disent « Ah, ça doit être à cause des subnets que le prix du TAO dump », alors que le TAO, concrètement, il dump juste parce que le marché, dans son intégralité, dump. Ouais, justement, je viens d'afficher un commentaire, mais effectivement, le prix du TAO chute, mais par contre, tu le notais, je crois, sur un tweet ce matin que je vais nous mettre en commentaire, mais c'est que le marché des subnets est en effervescence, par contre, pour le coup. Là, les prix sont délirants. C'est le seul truc qui monte en ce moment, c'est les tokens de subnet. Il y a vraiment un mini bull run, il y a eu forcément un léger retracement, mais assez léger avec le dump d'hier soir. Moi, je me demande juste comment tu arrives à évaluer la valeur et comment tu arrives à évaluer qu'un subnet est intéressant ou pas intéressant en fait là-dessus. Comment est-ce que tu as déjà des choses sur lesquelles tu peux te baser? Ouais, il y a beaucoup de choses. Les meilleurs subnets, il y a même plus de choses que pas mal de projets Web3. En soi, c'est comme je peux te poser la même question avec n'importe quel projet Web3. Et j'ai envie de dire que même les subnets, ils sont peut-être dans une phase un peu plus mature. Enfin, en tout cas, les gens qui investissent dessus, vu que c'est un cercle assez fermé et que parce que c'est compliqué d'investir dans les subnets, ça reste très intérieur de l'écosystème BitTensor, ceux qui s'y intéressent. J'aurais même tendance à dire qu'ils essayent de s'intéresser à des métriques auxquelles la majorité des investisseurs font pas trop gaffe sur un projet Web3 traditionnel, comme, je sais pas, les revenus que le subnet génère ou son nombre d'utilisateurs, ce genre de choses. Mais globalement, l'analyse, ça va être à peu près comme pour n'importe quel projet Web3, hein, ça va être la team, la solution, est-ce que c'est utilisé, est-ce que l'état d'avancement est cool, est-ce que la solution fait sens. Et après, tous les subnets, ce qui est bien, c'est qu'ils vont avoir un GitHub, donc tu vas pouvoir aller voir ce qu'ils font. Tu peux aller sur le Discord, discuter avec la team. Tout ça est assez ouvert. Je dirais même que c'est en moyenne plus facile de dig un subnet et de s'intéresser au subnet et de voir s'il fait sens ou pas que sur pas mal de projets Web3 en soi. Manium qui dit ridicule, tous ces trucs inutiles. C'est vrai que ça peut... D'un point de vue utilisateur, on va dire classique, ça peut sembler un petit peu inutile, mais après, il y a certaines applications, je pense, qui peuvent être très utiles pour certaines catégories vraiment très précises de gens ou d'entreprises. Je pense à un subnet notamment qui va inciter les gens à aller filmer des matchs de foot, notamment amateurs, à les intégrer dans un modèle d'IA pour ensuite justement avoir un volume assez intéressant de données. Ouais. Pour justement essayer de trouver les futurs grands champions, ou en tout cas essayer de voir un petit peu quels sont les jeunes qui sont prometteurs. Il y a pas mal de trucs assez intéressants qui sont en train de se développer, quoi.
Non mais carrément, et Cryptomanium, c'est pas parce que toi au jour le jour t'as pas l'utilité de modèle de détection de deepfake que c'est inutile. La détection de deepfake, ça va être un vrai sujet et ça l'est de plus en plus et c'est primordial. C'était pour vous montrer, et pareil, la génération de modèles 3D, typiquement, nous ça va pas nous servir à grand chose si on n'est pas game développeur ou ce genre de choses. Mais après, tu vois, comme il est beau, le petit éléphant bleu. Et après, sinon, la majorité des gens, ce qu'ils utilisent au niveau de l'IA, c'est des chats GPT-like. Et t'as des chats GPT-like sur BitTensor, évidemment. Et j'ai une question pour toi, Victor. Quelle est la différence entre un utilisateur sur ChatGPT ou un chatbot sur un subnet? Est-ce qu'il y a vraiment une différence pour un utilisateur? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une différence Est-ce qu'il y a une plus-value particulière en tant qu'utilisateur à utiliser le chatbot sur un subnet que ChatGPT ou Gemini ou autre? Ça recoupe la question de Mick, je pense, sur YouTube aussi, qui dit qu'il y a déjà plein de modèles qui génèrent du 3D dans le Web 2. Quel est l'intérêt d'avoir un modèle sur BitTensor? Après, si tu pars de ce principe, si ça existe déjà dans le Web 2, quel est l'intérêt de faire ça dans le Web 3? On peut plier bagage, tu vois, et arrêter d'essayer de faire quoi que ce soit dans le Web 3. Mais non, pour te répondre, Marius, globalement, tu utilises ChatGPT ou je sais pas, Claude, juste parce que tu veux un bon modèle qui aille vite. Du coup, BitTensor, ce qu'ils essayent de mettre à disposition, c'est soit des modèles potentiellement plus performants sur certains aspects. Donc, tu vois, qui vont se spécialiser sur des cas d'utilisation spécifiques, ou soit des modèles qui vont prendre le parti, tu vois, d'être décentralisé, d'être open source et du coup de pas intégrer de biais en particulier ou ce genre de choses, ou par exemple de préserver les données d'utilisateurs, où tu peux utiliser un ChatGPT-like, mais tu sais que tes données elles vont pas finir dans les gros data centers d'OpenAI ou ce genre de choses, ce genre d'avantage. Mais aujourd'hui les modèles d'IA open source ne prétendent pas faire mieux que et c'est même pas vraiment le but de faire mieux que GPT-4 ou GPT-o1 ou Anthropic ou je ne sais quoi. C'est pas forcément le but, mais je me dis si BitTensor a un avenir, il faut quand même qu'il y ait des utilisateurs. Et s'il y a personne qui trouve un intérêt particulier, parce que là tu parles de protection des données, etc. Je pense que l'avenir de l'IA Web 2 ne sera pas sur Internet, mais se tournera en local. Et donc, je me dis, quel est vraiment l'intérêt pour quelqu'un entre utiliser ChatGPT, un subnet de BitTensor ou un truc en local? Je ne suis pas sûr. Après, tu peux me dire, c'est juste un mécanisme pour trouver des financements et créer des concurrents. Très bien. Mais juste, je voulais savoir s'il y avait une plus-value particulière ou autre. Pour la plus-value, c'est ce que je t'ai répondu. Ils vont pas... Ils vont pas faire mieux globalement. OpenAI, ils injectent des milliards dans le financement des modèles. Donc leur but, c'est pas de faire un meilleur modèle que OpenAI sur ce que fait OpenAI. C'est pour ça que je te dis qu'ils vont se démarquer soit en faisant des modèles spécifiques, soit en ayant d'autres propriétés. Bon après, si c'est sûr que si dans 10 ans on a tous tous les modèles tournent sur notre ordi en local, tout ce qui est vie privée, données et tout, ça sera plus une problématique. Mais typiquement, tu parlais d'utilisateurs. Robin, peut-être c'est toi qui partage l'écran, tu peux aller sur OpenRouter, tu peux taper OpenRouter espace Schütz sur internet. En gros, OpenRouter, c'est donc ils font du serverless compute. Leur but, ça va être d'apporter, en gros, c'est un fournisseur d'inférence de modèles d'IA. Et donc les utilisateurs de ce type de produit, ça va être un développeur qui veut une application d'IA, qui a besoin de faire de l'inférence. Et donc OpenRouter, c'est pas du tout une solution Web 3, c'est une solution Web 2 qui va agréger via une seule API plein de fournisseurs de modèles d'IA pour proposer via une seule API à la fois plein de modèles différents à des tarifs différents. Et donc des subnets comme Schütz ou Targon, comme tu dis, le but c'est pas de rester dans son coin et d'attendre que les utilisateurs viennent à toi. Donc ils sont allés se plug là-dessus. Et pour avoir des utilisateurs, ils ont fait en sorte de proposer des modèles puissants, mais surtout à faible coût. Et c'est ce qui a attiré pas mal d'utilisation. Donc là, je sais pas à quel point tu es familier avec ce que ça veut dire token processed ou quoi. Mais bon, déjà, on peut voir une belle augmentation.
Et ça commence à être tu vois, 20 millions de tokens 20 milliards de tokens process par jour, ça commence vraiment à pas être déconnant. Typiquement, et puis si tu regardes là, si tu vas dans l'onglet Models, et encore une fois, OpenRouter, c'est une solution qui commence vraiment à être pas mal utilisée dans le Web 2. Si tu ouvres le troisième modèle là qui est affiché, DeepSeek Free, le premier fournisseur qui t'affiche, c'est Schütz. Et Schütz qui est le subnet de Bitensor. Et c'est aussi pour ça que Schütz est un des subnets les plus capitalisés, parce que c'est un subnet qui commence vraiment à faire ses preuves. Et ça, c'est en partie grâce au mécanisme d'incitation de Bitensor, qui fait que les mineurs sur le subnet Schütz, bah, c'est des mineurs, c'est des ingénieurs en IA, c'est des développeurs en IA de très haut niveau, qui arrivent à faire en sorte de produire des communautés hyper performantes. Ok, je sais pas, Marius, Koban, si vous aviez des questions sur Bitensor. Marius, convaincu? C'est bon? Tu lâches ton bac de Bitcoin pour all-in Bitensor? Ça y est, ouais, je suis Tao maximaliste là. Dedans. Si tu veux, je peux t'envoyer un lien pour te montrer un graphe d'un benchmark quand je parlais tout à l'heure où il surperforme notre solution Web 2 sur d'autres aspects que juste des LLM, donc des trucs un peu plus techniques. Je te l'envoie sur Twitter. Ah ouais, carrément. C'est un tweet du fondateur de Bitensor qui juste relaye l'information, hein, mais je crois que c'est un schéma qu'ils avaient affiché pendant un live. Et en gros, on peut voir une comparaison entre Gradients, donc donc là, on a parlé de Schütz, le subnet 64, et Gradients, c'est un autre subnet, mais de la même entreprise, Rayon Labs, qui est une des meilleures entreprises sur Bitensor. Et donc, on peut voir leur solution qui est donc c'est en AutoML. Donc en gros du machine learning. En gros, c'est une solution de machine learning un peu pas clé en main, mais en gros, c'est une solution pour faire du machine learning, on va dire. Et il montre comment il se positionne par rapport aux autres solutions Web 2 classiques, donc les plus grosses solutions Web 2 aujourd'hui dans ce domaine. Et il montre qu'à la fois en performance, en coût et en facilité d'utilisation, ils les mettent à l'amende sur à peu près tous les sujets, quoi. Et donc c'est ces quelques subnets-là qui commencent vraiment à percer et à sortir du lot en termes de qualité de produits et tout ça, quoi. Donc ça peut paraître un peu flou, tu vois. Même moi, avant de découvrir ce schéma, je savais pas trop ce que ça voulait dire, etc. Mais c'est prometteur.